Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Que faire? Que faire qui est un magazine de développement pour un Congo nouveau. Amis téléspectateurs, vous constatez que toute l'équipe de l'émission Que faire s'est déplacée ici à la gare centrale, plus précisément à l'hôtel Béatrice, pour participer au dialogue multi-acteurs autour de parcs agro-industriels Cas de Bukangalonzo. Cas de Bukangalonzo, vous savez que sans l'agriculture, aucun pays ne peut marcher, ne peut se développer. Aujourd'hui, avec l'appui du président de la République, Joseph Kabila Kabange, il a fait cap sur l'agriculture. Vraiment, en ce qui concerne Bukangalonzo. Amis téléspectateurs, nous allons vous faire suivre ce dialogue. C'est un dialogue, comme vous le constatez, parce que nous voulons parler de l'agriculture en République démocratique du Congo. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers réunis au sein du groupe interbailleur du secteur agriculture et développement rural, JUBADER, Madame la représentante de l'ONG Right Resource Initiative, RRI, Mesdames et messieurs, le membre du cadre de concertation CACO, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les délégués des organisations de la société civile, cela veut dire des ONG et des organisations paysannes, Mesdames et Messieurs les délégués de la communauté riveraine du parc agro-industriel de Bukangalonzo, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Voici enfin les jours tant entendus où nous avons la grâce d'organiser le dialogue multi-acteurs sur la prise en compte des droits des communautés locales dans la mise en œuvre des parcs agro-industriels PAI en République démocratique du Congo, les cas de Bukangalonzo. Cette activité devait normalement avoir lieu en date du 21 septembre 2016, mais a été repoussée à la date d'aujourd'hui, suite aux événements du 19 et 20 septembre que nul n'ignore. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, la CONAPAC est une plateforme nationale qui compte actuellement 11 fédérations provinciales des organisations de producteurs agricoles de la République démocratique du Congo, constitués à leur tour des organisations paysannes de base, des syndicats paysans et des coopératives agricoles regroupant plus de 500 000 membres. Sa mission est de représenter et défendre, tant au niveau national qu'international, les intérêts des producteurs agricoles familiaux. Elle intervient essentiellement dans la structuration du mouvement agricole, la systématisation de l'accès à l'information sur les questions agricoles et de développement rural, le transfert des connaissances par la formation et les échanges d'expériences, ainsi que le plaidoyer pour les politiques incitatives en faveur des producteurs agricoles. Pour mener à bon port son plaidoyer, la CONAPAC est accompagnée par différents partenaires dont l'ONG Right Resource Initiative, représentée ici par Madame Mary, dont je salue l'engagement pour la défense des droits
des communautés locales. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans son programme de relance de l'agriculture congolaise, a pris l'option de créer des parcs agro-industriels dans le cadre des investissements agricoles. La CONAPAC est reconnaissante des efforts du gouvernement d'avoir validé le plan national d'investissement agricole, PNIA, dans lequel s'inscrivent les parcs agro-industriels. Depuis sa création, plusieurs questions se posent et méritent d'être clarifiées en rapport avec le lancement de ces programmes ambitieux et porteurs d'espoir pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Sans être exhaustive, en voici quelques-unes. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo occupe, selon les informations, une superficie de 80 000 hectares. Son acquisition a-t-elle été précédée d'une enquête de vacances de terre? Les droits des communautés locales ont-ils été respectés et protégés? La création des parcs agro-industriels s'appuie-t-elle sur un plan d'aménagement du territoire? Quel est ou quel sera le statut ne dépassant pas 1 hectare? Il s'agit en fait d'une agriculture familiale. Comment peut-on, d'une part, passer de l'agriculture familiale vers une agriculture industrielle? L'agro-industrie ne vient-elle pas étouffer l'agriculture familiale? Peut-on passer directement de la houe au tracteur, de l'arrosoir aux pommes à une rampe d'arrosoir automatisée, du pulvérisateur à dos à une pulvérisation par avion? Le premier parc agro-industriel de Bukangalonzo est à sa 3e année d'existence. On ne sait pas encore évaluer son impact sur le niveau de vie des riverains, à moins qu'il n'y ait eu des emplois créés. Moins encore, les produits des parcs n'ont pas encore inondé le marché local et quinois comme promis pour réduire les importations. Ce tableau est celui du commun des citoyens congolais qui apprennent par les médias les projets d'extension des parcs agro-industriels dans toutes les provinces. La CONAPAC, avec les amis du cadre de concertation, CACO en sigle, a pensé qu'il est utile d'organiser une matinée de dialogue en vue de permettre à toutes les parties prenantes du secteur agricole d'être mieux informées sur les projets des parcs agro-industriels du pays, avec Bukangalonzo comme étude de cas. Lever tout équivoque quant à la question de prise à compte des droits des communautés autour de ces parcs et tirer des leçons de ces dialogues pour alimenter la mise en œuvre des autres parcs prévus après celui de Bukangalonzo. Je remercie la primature d'avoir accepté notre sollicitation et vous tous ici présents d'avoir répondu positivement à notre invitation et vous souhaite de fructueux échanges. Monsieur le conseiller principal du Premier ministre chargé des questions agricoles et développement rural, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes administrations nationales, honorables députés, Madame la directrice générale du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Madame la directrice du Bureau international du travail, Madame la représentante de l'ambassade de la Belgique, chers partenaires techniques et financiers présents en RDC, Monsieur le représentant de Forest People's Programme, partenaire de RRI en RDC, les représentants du secteur privé, Monsieur le président de la CONAPAC, Leurs Majestés les chefs coutumiers, chers membres du cadre de concertation sur le foncier, le CACO, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de Rights and Resources Initiative, RRI, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du dialogue multi-acteurs sur les parcs agro-industriels en République démocratique du Congo, avec une emphase sur le cas de Bukangalonzo. Vous vous demanderez certainement la raison pour laquelle RRI soutiendrait un dialogue avec son secrétariat basé à Washington, sa mission étant celle de soutenir la lutte contre la pauvreté et la marginalisation des communautés locales et des peuples autochtones en encourageant un plus grand engagement de l'action
vers les réformes des politiques, des marchés et des lois qui garantissent leur droit de posséder, de gérer et de tirer profit des ressources naturelles, en particulier la terre et les forêts. Face à la vision que s'est fixée la République démocratique du Congo, celle d'un Congo dont la vocation naturelle est d'être non seulement unie, forte et prospère, mais aussi une maison au sommet de la montagne, et se référant à son plan stratégique qui oriente l'action gouvernementale à ne plus répondre uniquement à l'appel des urgences ou de la stabilité politique et économique, mais à s'inscrire dans la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de développement du pays, axé sur 28 mesures économiques urgentes, qui portent sur la nécessité imminente d'ouvrir de nouvelles pistes dans la politique économique pour aboutir à la diversification économique du pays, et qui, par ailleurs, dispose de plusieurs richesses naturelles afin d'assurer sa stabilité, sa croissance économique et de continuer ainsi l'œuvre de la reconstruction. Il me plaît de rappeler qu'en termes de politique et stratégie de développement prévue dans ce plan, l'un des axes clairement définis a été l'augmentation de la taille du gâteau économique à travers 3 secteurs phares comme moteur de la croissance nationale, dont l'industrialisation des secteurs de base, le développement du vaste bassin agricole et l'amélioration de la productivité du secteur minier et industriel y relatif. Il n'est d'aucun doute que de tels objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers l'aboutissement des réformes de base pour l'accélération de la croissance et la restauration de l'équilibre pour un développement durable. C'est dans cette perspective que s'est lancé en 2012 le processus de la réforme foncière en République démocratique du Congo comme levier d'attraction des investissements à grande échelle et dont RRI accompagne à travers des actions avec le cadre de concertation sur le foncier CACO depuis le début du processus. L'une des grandes réalisations de l'appui de RRI en République démocratique du Congo a été l'organisation chaque année d'un dialogue avec la société civile et autres partenaires pour développer la stratégie de plaidoyer dans les différents processus ayant un impact sur le foncier. C'est ainsi que, lors de celui de 2015, les participants, notamment les petits producteurs, regroupés sous la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, la CONAPAC, ont exprimé leurs craintes quant à l'installation des parcs agro-industriels qui, selon eux, aboutiraient à la disparition de l'agriculture familiale qui est jusqu'ici pratiquée par plus de 60% de la population congolaise. Bien que cette crainte ait donné l'occasion pendant ce dialogue à l'équipe du projet de faire une présentation, celle-ci a presque semé plus de doutes dans la tête des participants qui sont restés inquiets sur leur implication dans ces projets et surtout sur l'impact de ceux-ci quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de celles des populations autochtones et des femmes. C'est ce qui a poussé le CACO à prévoir dans son plan stratégique de 2016, porté par la CONAPAC et avec l'appui technique et financier de Rights and Resources Initiative, RRI, la tenue de ce dialogue sur le cas spécifique de Pukangalonzo, dont nous disons un grand merci au Premier ministre pour avoir accepté de patronner l'événement et de collaborer avec nous pour apporter toute la clarté sur ces projets dont nous sommes convaincus qu'au sortir de ce dialogue, de bonnes bases seront mises pour une meilleure prise en compte des droits des communautés locales dans les 10 projets. Monsieur le conseiller principal du Premier ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous féliciter pour avoir répondu massivement à cette invitation qui témoigne de votre volonté de voir les parcs agro-industriels mis en œuvre en République démocratique du Congo et de manière participative. Je ne saurais clore ce discours sans vous transmettre les salutations du président de RRI,
le Dr Andy White, et de la directrice du programme Afrique de RRI, le Dr Solange Bandiaki Badji, qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu prendre part à ce moment dont l'importance n'est plus à démontrer. Ils me chargent tous de vous dire que RRI continuera dans la mesure de ses moyens à soutenir les différents processus et initiatives en RDC pour qu'ils aboutissent à une meilleure prise en compte des droits des communautés locales, des peuples autochtones et des femmes, afin de permettre au gouvernement d'atteindre la vision qu'il s'est fixée pour 2030. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du dialogue multi-acteurs sur les parcs agro-industriels en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. De ce projet ici se trouve à ce niveau, dans ces cases ici, avec un faible niveau de transformation structurelle ou d'industrialisation et un faible niveau de fondamentaux, c'est-à-dire. Et il est clair que avec les projets que nous avons, nous n'atteindrons jamais la croissance rapide, continue et inclusive que nous appelons de tous nos voeux. Si vous faites, ce n'est pas parce que vous faites souvent la même chose que ça va changer. Les Américains, comme j'aime à le dire, en fait c'est même Albert Einstein qui a dit que l'idiot c'est celui qui fait la même chose chaque jour en espérant des résultats différents. Chaque matin, nous faisons exactement la même chose, mais nous espérons que nous allons atteindre la croissance rapide, continue et inclusive, en fait l'émergence. Disons que nous allons atteindre l'émergence en 2030. Mais lorsque je regarde, on analyse tout le projet dans le secteur agricole que nous avons, ça se situe à ce niveau ici. D'ailleurs, les amis du ministère de l'Agriculture, je salue l'honorable dernières années, c'est autour de 3%. Leur demande alimentaire devient de plus en plus sophistiquée. Même les mêmes légumes attendent là un véritable boom démographique au niveau de l'Afrique et particulièrement dans ce pays. Ces jeunes ont besoin d'emploi. On doit construire des maisons, des écoles, des hôpitaux pour faire face à cette poussée démographique. Et donc le type même de l'agriculture que nous allons faire, ce n'est plus l'agriculture que nos parents ou nos grands-parents faisaient. Nous devons aujourd'hui concevoir une agriculture pour ces jeunes qui, eux, sont dans le Facebook, ils utilisent le smartphone. Si c'est là où est la machette, je peux vous assurer qu'ils vont nous rejoindre dans nos villes. Un jeune qui a 20, 25 ans puisse rester dans le milieu rural et avoir comme vision de reprendre là où est la machette qu'utilise son père ou sa mère pour vivre les 50 années, prochaines années de sa vie. Non. C'est pour ça qu'ils vont venir rejoindre la ville. Donc nous devons aujourd'hui développer des initiatives agricoles qui créent un environnement en milieu rural qui soit acceptable pour ces jeunes. Alors particulièrement pour en ce qui concerne la RDC, nous avons 50% de terres arables, surface de l'Afrique. Quelqu'un même a dit, les prochaines guerres qu'on va nous faire, ça va être la guerre autour de l'eau. Parce que la productivité a baissé,
les importations ont augmenté. Et le malheur du Congo, c'est que même ces importations-là sont plus chères en RDC que dans d'autres pays, y compris le Brazza en face. Congo coûte plus cher. Quelle est la conséquence? La déficience nutritionnelle. Ça, c'est en 2011 qu'on a fait cette analyse. On a pris pratiquement tout ce qu'on peut appeler différence entre sécurité, insécurité alimentaire, quantité, ainsi de suite. L'insécurité nutritionnelle, pour moi, c'est la plus importante parce que c'est en termes de la qualité de ce que nous consommons. Et notre corps réagit plus à la qualité qu'à la quantité de ce que nous consommons. Je prends simplement... Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ça, c'est par rapport... La conséquence que j'aurais prise ici, c'est par rapport à... Bon, juste un petit commentaire. B6, pour tous les autres nutriments, plus de 50% de la population congolaise est déficitaire. Plus de 50%. Et dans d'autres provinces, ça atteint jusqu'à 80%. Les conséquences, c'est quoi? Retard de croissance, déficience mentale, infection répétée, retard de développement cognitif. Ça, c'est extrêmement important pour les enfants. Lorsque les enfants ne sont pas bien nourris, leur capacité cognitive est affectée des fois de manière irréversible. Donc les résultats que nous avons dans nos écoles aujourd'hui, ça peut être le fait de la malnutrition. À ce moment-là, ça cesse de n'être qu'un problème agricole, ça devient un problème de santé publique, ça devient un problème de développement. Je vous ai dit que pour atteindre le développement inclusif, il faut un niveau de capital humain élevé. Or, si nos enfants ne sont pas bien nourris, ça ce sont pour moi des données qui ne me laissent pas dormir. J'ai le malheur peut-être de faire ces analyses-là et de voir ces informations-là. Donc, quand nous arrivons à proposer des choses comme des parcs, c'est tout simplement comme une révolte. Parce que j'aimerais que dans 10-5 ans, que nous puissions changer ces statistiques. Faible poids, un système immunitaire. Je parlais de déficience mentale. Je dis peut-être parce que des fois, nous sommes surpris comment certains adultes se comportent. Je me dis peut-être que c'est un problème de déficience nutritionnelle. On dit non, c'est les sorciers, c'est la famille. Des fois, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Quelqu'un a tout simplement accumulé une déficience nutritionnelle pendant plusieurs années. Parce que le cerveau, là, pour bien fonctionner, a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Vitamine A, c'est parce qu'il y en a beaucoup dans l'huile de palme. Nous consommons beaucoup d'huile de palme. Notre niveau de déficience en vitamine A est plus ou moins acceptable. Vitamine C, il y a une bonne partie qui vient de feuilles de manioc. Donc, quelque part, naturellement, sans faire beaucoup d'efforts, mais tout le reste, et regardez le fer. Donc ça, ce sont le problème. Je peux reprendre rapidement. Donc, l'innovation et un niveau élevé de fondamentaux qui sont le capital humain, les institutions, les infrastructures, ainsi de suite. Au niveau africain, on a vu que la tendance est telle que nous consommons plus de produits que nous ne produisons pas. Ça nous coûte extrêmement cher parce qu'on doit les importer, alors qu'en termes de ressources, en termes de terre et d'eau, nous en avons plus en Afrique. Nous devons absolument concevoir des modèles de projets agricoles qui puissent créer un environnement que les jeunes, qui constituent le groupe le plus important, vont accepter.
Et en RDC, on a vu que la baisse de la productivité a entraîné l'augmentation des importations. Les importations coûtent cher et finalement, on a de moins en moins, parce que comme ça coûte cher, on a de moins en moins de personnes qui ont accès à une nourriture équilibrée. Donc, quand vous combinez tout cela, il faut faire quelque chose. Et lorsque vous concevez donc un programme aujourd'hui, il faut que ce soit un programme holistique. C'est un programme agricole, mais qui comprend d'abord les infrastructures. Ça, c'est extrêmement important. Nous voyons beaucoup d'efforts dans la distribution des semences aux petits fermiers. Ils sont courageux, ils vont s'aimer, mais lorsqu'ils vont s'aimer, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne savent pas accéder au marché? Le même programme qui est censé les aider va les tuer. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont produit beaucoup, le prix va baisser, ils vont perdre certaines de cette production, et il sera difficile d'aller les convaincre de reprendre encore la même expérience. Lorsqu'on a commencé à Bukangalonzo, les gens étaient surpris que le premier lot d'équipements qui sont arrivés, c'était les équipements de génie civil. Les gens nous ont dit, mais comment? Nous avons cru que ici, c'est pour les champs, vous nous amenez des équipements de génie civil. Oui, parce que même les tracteurs, pour qu'il quitte la route, pour qu'il arrive là où tu vas faire le champ, il a besoin d'une route. Soit pas un programme agricole aujourd'hui qui n'est pas associé à une source d'énergie. Nous avons des produits qui sont périssables. Prenons le cas de la tomate. On a besoin de conserver la tomate, bien plus, on a besoin de la transformer. Des semences de tomates sans vous assurer de comment est-ce qu'ils vont stocker et comment est-ce qu'ils vont transformer. Les voies de communication, on en a parlé, l'accès au financement. L'agriculture en RDC, comme sur l'ensemble de l'Afrique, ne sera vraiment moteur de développement que si elle devient une agriculture de style business. Il faut que les hommes et les femmes qui travaillent dans l'agriculture puissent vivre de l'agriculture. Nous devons, quelqu'un dit comment on va passer de la houe au tracteur. La houe, c'est la seule technologie peut-être qui n'a pas besoin de financement. Mais malheureusement, c'est la technologie qui ne nous amènera jamais, je le dis bien, jamais à l'émergence. Donc nous devons changer de technologie. Et pour changer de technologie, ça nécessite des ressources. J'ai quelques problèmes contre le projet, parce que pour moi, le projet, c'est un peu le paternalisme. Parce que tout de suite après le projet, qu'est-ce qui se passe? Toute l'affaire s'écroule. Nous devons inciter les agriculteurs à devenir des entrepreneurs. Et pour ça, il faut mettre en place un système de financement adéquat. Je parlais de capital humain, il faut absolument que le programme agricole là soit associé avec un programme de santé. Mais qui nous a dit que nos fermiers, agriculteurs n'ont pas besoin d'accéder à des soins de santé de qualité? Dans mes propres recherches, on a démontré par exemple qu'il y a un lien élevé entre la malaria et la productivité agricole. Au moment de la récolte, très souvent c'est pendant ce temps-là que la malaria, les moustiques se développent. Et chez nous, nous savons que lorsque une personne est malade dans un ménage, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui sont immobilisées pour prendre en charge cette personne-là. Maintenant, imaginez que le champ ne va pas attendre. En appui à ce que le ministre de l'Agriculture fait, la même chose pour l'éducation. C'est vrai que nous voulons tous apprendre l'algèbre et nos ancêtres les Gaulois.
Mais peut-être que dans certains endroits, on a juste besoin d'une éducation technique, vocational training, une éducation professionnelle, savoir comment est-ce qu'on entretient un tracteur, comment est-ce qu'on plante le maïs, ainsi de suite. Le problème de la sécurité foncière. Ça, pour moi, c'est le problème de départ. Les gens oublient que l'agriculture... C'est le courant qui est parti. Non. C'est la base. Parce que sans sécurité foncière, personne ne peut investir. Et je dis encore que peut-être là où est la machette, c'est la seule technologie qui s'associe bien avec l'insécurité foncière. Parce que si je travaille sur un petit lopin et qu'on vient me réclamer et dit que ce n'est pas mon petit lopin, je peux ramasser ma houe et ma machette, aller à un autre lopin. Mais si j'ai déjà investi en termes d'irrigation, en termes de tracteurs, ça devient difficile pour moi de faire ces mouvements-là. Et en y réfléchissant, je me dis que ça ne sert à rien d'investir. Et c'est là que les amis de la CONAREF et du ministère des Affaires foncières doivent nous aider. Le point suivant, c'est celui de la recherche et de la vulgarisation. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de services de vulgarisation agricole. Or, nous avons besoin qu'entre le fermier et les chercheurs, qu'il y ait un intermédiaire, celui qui explique